Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là, merci de nous suivre. J'espère que vous avez eu un bel été. On est officiellement de retour. On a pris évidemment quelques semaines de repos. En passant, si vous ne l'avez pas encore fait, allez nous trouver sur YouTube. Abonnez-vous, aidez-nous à grandir cette plateforme-là, ainsi que sur toutes les autres plateformes, que ce soit audio ou médias sociaux. Merci beaucoup, évidemment, on vous apprécie énormément. Salim, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va bien, ça va bien. L'été, ça a bien été. Ben oui, ça a super bien été. Écoute, les gens le savent pas parce que, tu sais, on enregistre, puis tout a l'air beau, mais j'avais complètement oublié tout, là. Tu sais, on rentre au studio, les caméras sont pas branchées, il y a tout qui est croche. Ben oui. Mais écoute, c'est le fun parce que, sérieusement, cet été, j'ai croisé bien du monde. Et bon, c'est du monde, bien sûr, que je connais, que j'ai croisé à différentes, pour différentes raisons, différentes occasions. Et honnêtement, ça m'a fait super plaisir parce qu'il y a beaucoup de monde qui a dit « Hey, on écoute votre podcast, blablabla. » Alors, c'est des gens qui sont des bénévoles dans différents partis politiques. Il y a des journalistes là-dedans, il y a des élus là-dedans aussi qui nous écoutent. Certains même qui veulent venir, on va arranger ça. Et c'était vraiment le fun. J'ai appris aussi qu'à Ottawa, on nous écoute beaucoup. Ouais. On parle surtout de politique provinciale, mais on parle quand même du fédéral aussi. On est écouté à Ottawa. Je crois, j'ai cru comprendre qu'il y avait des politiciens fédéraux qui veulent venir nous voir. Toujours pas de conservateurs, par exemple. On attend avec impatience d'avoir un élu conservateur. On risque d'en avoir un bientôt en passant. Ouais, OK, on s'en reparle. Ouais. On monte pas les attentes. Ouais. Alors, non, c'est ça. Alors, franchement, je suis très heureux. Puis l'autre truc qui m'a vraiment fait rire, George, je vais raconter cette anecdote-là. L'autre jour, on est invités, toi et moi, à un même événement. On s'en va à l'événement. Le hasard. Écoutez, je vous jure, le hasard fait en sorte qu'on arrive face à face avec nos autos respectives en même temps, au même moment. Mais là, tout le monde pense que George et moi, je sais pas, là, on dort ensemble, on se réveille ensemble, on se brosse les dents en même temps. Ouais, on vit ensemble, on fait tout ensemble. C'est ça, exactement. Puis, dans le fond, son agenda, c'est mon agenda. Puis, notre... Tout le monde me demandait « Hey, t'es-tu avec Salim? » J'étais comme « Ben, on est venus séparément, mais oui. » C'est ça. Et le pire, c'est que ça aurait pu très bien été un événement où j'aurais pu ne pas aller ou toi ne pas aller. Exact, ouais. Mais ça a donné que les deux, on était dispo, les deux, on était allés. Et là, le monde pensait qu'on est arrivés ensemble. Fait que c'est ça. Bon, alors, c'est bien drôle. Ça fait chaud au cœur de voir tout cet appui-là. Puis effectivement, on a plein de demandes. Là, il y a une élection municipale qui arrive bientôt. Donc, tu sais, les messages commencent à rentrer rapidement. Et pour ceux qui nous écoutent, écoutez, on a d'autres choses à faire aussi. On regarde nos horaires. Il faut trouver des dates qui conviennent, évidemment. Jusqu'à date, ça se passe quand même bien. On arrive à faire au moins un épisode par semaine. Parfois plus. Même souvent plus. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Ouais. Si on a des invités, donc on s'arrange. Donc, inquiétez-vous pas. On va trouver de la place si vous nous écoutez puis vous êtes attaché politique d'un élu ou quoi que ce soit, là, au municipal surtout. Ouais, on va avoir on va quand même, pour des raisons évidentes, là, il y a des élections municipales qui s'en viennent bientôt. Donc, oui, on va avoir un certain nombre d'invités municipaux. Parfois, ça va être des mairesses sortants ou des personnes, disons, qui sont pressenties pour gagner la mairie de leur ville. Mais il y aura aussi des gens qui... œuvrent dans le milieu municipal sans être nécessairement dans la politique, mais la politique impacte leurs activités, leur façon de faire. Ça s'en vient. On est bien content de pouvoir aborder les questions municipales un peu plus. Il est vrai qu'on a un petit peu moins d'expertise en municipal, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas poser des bonnes questions et avoir de bonnes interactions avec nos invités. Donc, je pense que ça va être le fun. Puis en plus, c'est une année préélectorale au Québec. Exact.
Et une année, quand même, ben ça demeure toujours la première année du premier ministre Carney et son gouvernement. Donc, il va y avoir beaucoup de choses nouvelles, hein, dont un budget, hein, par exemple, parce qu'on n'en a pas jusqu'à présent. C'est ça. Donc, on va pouvoir parler de budget. On va parler, bien sûr, de ce qui se passe avec Trump, parce que, évidemment, c'est pas... Ben, d'ailleurs, on va en parler un petit peu aujourd'hui, puisque c'est parmi les choses de cet été. D'ailleurs, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit tour d'horizon des sujets dont on va discuter aujourd'hui? Mais dans le fond, mais juste en passant, moi, j'ai pour la première fois dans très longtemps, on a réussi à aller en voyage là, avec la famille. Donc, moi, cet été, je t'avoue que j'ai déconnecté un tout petit peu. J'ai suivi, par contre, l'élection, les résultats de la partie en Arthabasca, avec le décalage horaire, évidemment. Donc, on va parler de ça. On va parler, comme tu as dit, de Mark Carney et Trump, ces relations-là. Monsieur Poilievre, un petit peu aussi. Monsieur Poilievre qui vient de gagner son élection partielle. Il y a possiblement un remaniement, pas possiblement, très assurément un remaniement à Québec. Il y a eu un autre sondage léger cette semaine aussi. Donc, il y a la commission Galland. On va essayer de parler de ça. Regarde, je vais te rassurer, moi, j'ai pas pris de vacances. Donc, n'ayant pas pris de vacances, j'ai suivi pas mal ce qui s'est passé cet été. Peut-être un peu au ralenti quand même, là, tu sais, entre une petite bière et un petit verre de vin. Mais disons que j'ai suivi un petit peu ça. Mais écoute, parlons. On va évacuer la question rapidement parce qu'elle va revenir un peu plus tard cet automne de Mark Carney. Et Trump. Oui, et Trump. Donc, notre premier sujet, si tu veux, du jour. Juste pour faire un petit tour d'horizon, pour ceux qui ont peut-être moins suivi, comme toi qui étais en vacances, hein, chanceux. Tu te souviendras qu'au mois de juin, là, quand on était vers la fin de notre saison, il y avait le G7 en Alberta. Ouais. Trump était là, puis il y avait des rumeurs insistantes selon lesquelles le Canada pouvait peut-être éventuellement signer une entente sur les tarifs avec Donald Trump. Finalement, arrivé en Alberta, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Là, finalement, M. Trump, M. Carney s'était accordé pour dire qu'il allait y avoir 30 jours, un accord d'ici 30 jours. Donc, ça nous a emmené vers la mi-juillet. Finalement, cette mi-juillet-là, ça a été le 1er août, mais ça a été le 1er août pour tous les pays du monde. Hein. Finalement, il n'y a pas eu d'entente. Et là, tous les pays du monde ont reçu une lettre de l'administration Trump pour leur dire, vous allez être, vos produits allaient être tarifés de X%, dépendamment du pays, etc. Là, quand les Américains ou l'administration de Trump aimaient beaucoup ce pays-là, c'était dans les 10-15%. Puis quand ils les aimaient moins, c'était dans les 30-35%. Puis il faut croire que nous, on est dans... C'est tellement aléatoire, hein? C'est comme n'importe quoi. Non, mais je sais. Ouais. Mais le problème là-dedans, c'est qu'il faut croire que le Canada fait partie de ceux que M. Trump aime le moins. Ça fait rire et ça donne envie de pleurer en même temps. Mais le Canada, c'est... on parle là, j'ai un blanc, mais je pense que c'est 35%, mais 30 ou 35%. Quand les Européens, c'est moins que ça. Les Européens, c'est je pense, 15% qui a fixé. Et donc, George, tout le monde cet été, là, pendant que tu étais en vacances en train de bronzer, là, tout le monde était en train de dire, mais là, voyons donc, comment ça, les Européens ont un meilleur deal que le Canada? Wait a minute. Attendez. Le 30% de tarifs que l'administration Trump a mis au Canada le 1er août, que M. Trump a encore reporté d'une semaine au 7 août. Donc, depuis le 7 août à minuit, il y a un 30% sur la marchandise canadienne qui rentre aux États-Unis. Attention, c'était tous les produits qui n'étaient pas couverts par l'ASEUM, le nouvel ALENA, là, qui date de 2017, si ma mémoire est bonne. Ou 18, whatever. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que c'est pas vrai, les Européens n'ont pas un meilleur deal, parce que les Européens n'ont pas un ASEUM. Donc, fondamentalement, c'est quoi? C'est l'aluminium, ce qui est très important pour le Québec, évidemment. Donc, ça fait mal. Hein? Je ne suis pas en train de dire que ça fait pas mal. Je suis juste en train de dire que c'est pas le mur à mur que les Européens peuvent voir. Là. Donc, nous, il y a beaucoup de nos marchandises où il y a 0 de tarifs parce qu'elles sont couvertes par la CO. Donc, oui, c'est
très problématique pour le Québec, l'aluminium. L'acier aussi. L'acier, moins Québec qui est touché. Il y en a. D'ailleurs, il y a une entreprise, je crois, sur la Rive-Sud qui a dû fermer à cause de ça pour l'acier. Mais l'acier, c'est surtout l'Ontario. L'Ontario, c'est un énorme problème pour l'Ontario, l'acier. Le cuivre aussi. Le cuivre aussi, le bois d'œuvre, mais là le bois d'œuvre, George, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a jamais fait partie ni de l'ALENA, ni de la CO. Le bois d'œuvre, ça a toujours été un enjeu entre le Canada et les États-Unis. Ça toujours, ça le restera jusqu'à temps qu'on trouve un accord, mais il n'y en aura probablement pas là-dessus. Puis, peut-être que j'oublie quelque chose d'autre, vous m'excuserez, mais grosso modo, là, c'est surtout ça. Fait que là, je te dirais que oui, c'est très problématique pour des industries comme l'aluminium. Il n'y a pas de doute. C'est même très problématique. Mais disons que d'une manière, c'est à moindre mal, sachant qu'en plus de ça, on s'en va doucement mais sûrement en 2026 vers une renégociation de la CEUM. Parce que la CEUM, George, à l'intérieur de l'accord, qui date, je te disais, de 2017-2018, il y avait une disposition qui disait qu'après 8 ans, je crois, il y avait une renégociation qui devait se faire pour pas que ce soit quelque chose de plat absolu, etc., comme c'était le cas avant avec l'ALENA. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, M. Carney a prévenu un peu les Canadiens aux alentours du 1er août pour dire, écoutez, un accord où il n'y aurait pas de tarif du tout est peu probable. Parce que visiblement, l'administration Trump a l'intention d'en mettre et d'en mettre pour tous les pays. Et le Canada ne fera pas exception. Mais a dit qu'il allait continuer de discuter avec les Américains, continuer de négocier avec eux. Et de toutes les manières, il va y avoir une autre négociation. Donc, alors évidemment, il y a des gens qui ont dit « Mais là, voyons donc, M. Carney s'est fait élire sur la promesse qu'il allait régler ça avec les Américains. » Wait a minute again, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, M. Carney n'a pas... comment dire? Tu peux pas contrôler toutes les cartes là, du jeu. Là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il aille tordre le bras au président des États-Unis? Non, tu sais, je veux dire, c'est... Puis en même temps, tu veux pas nuire aux relations comme l'a fait Justin Trudeau avant lui, où la porte était complètement fermée. Exactement. C'est un très bon point. Effectivement, à un moment donné, c'est sûr que il faut entretenir cette relation. Puis oui, entretenir cette relation ne veut pas nécessairement dire des gains concrets, parce qu'évidemment, je te le dis, là, tous les d'abord, il y a les anti-Carney, il y a les anti-libéraux fédéraux, il y a les anti-fédéraux tout court, c'est-à-dire les souverainistes et autres personnes qui n'aiment pas le gouvernement fédéral, comme si le gouvernement fédéral se levait le matin pour créer des problèmes. M'excuse, mais c'est pas comme ça que je le vois moi personnellement. Je respecte ceux qui le voient différemment, mais bref. Tout ça pour dire... on tapait là-dessus. Mais non, mais excuse-moi. Oui, c'est sûr que tu veux des résultats parce que ça sert à rien d'être ami avec M. Trump si en plus tu n'as pas des résultats. Tu sais, à un moment donné, je le comprends. Mais je peux aussi te dire, tu peux ne pas être ami avec M. Trump et garantir qu'il n'y a même pas de discussion pour pouvoir avoir des résultats ou atténuer la colère qu'il peut avoir ici et là sur un partenaire commercial comme le Canada. Non, mais le problème, Salim, c'est que, écoute, t'aimes pas ce qui existe, qu'on renégocie l'entente. Et je comprends que, 2026, il y aura certainement une renégociation, mais le problème, c'est que d'ici là, il y a une incertitude complète dans les marchés, dans les industries, dans tous les domaines là, que tu viens de mentionner. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que, on comprend un peu la réalité politique, mais en même temps, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de concret? Parce que moi, j'ai de l'aluminium, je sais pas qu'est-ce qui arrive. Moi, j'ai de l'acier, je sais pas qu'est-ce qui arrive. Donc, il y a toute cette industrie-là qui, tu sais, c'est des points d'interrogation, puis ça affecte que qu'on le veuille ou non. Ça affecte les marchés. C'est pas juste le marché entre Canada et États-Unis, là, ça affecte les marchés mondiaux. Oui, bien sûr. Non, mais tout à fait, tu as tout à fait raison. Mais George, je pense qu'on l'a déjà dit sur ce podcast. Je vais le redire maintenant. Puis évidemment, le temps nous dira si on a raison ou tort. En tout cas, on n'est pas les seuls à l'avoir dit, toi et moi, sur ce podcast-là. La solution, elle ne viendra pas de nous. Hein. La solution,
à ce problème avec les Américains viendra des Américains. Il va falloir que ces politiques-là, à un moment donné, elles impactent assez les Américains pour que M. Trump et son administration se disent, ben oui, en fait, ça n'a pas de bon sens parce qu'en voulant, faire des gains sur le dos du Canada ou d'un autre partenaire économique assez important, mais particulièrement le Canada parce que veut pas, c'est les plus grands échanges commerciaux se font entre nous deux, parce que nos économies sont intégrées, parce que mille et une choses. Ben, à ce moment-là, oui, il pourrait peut-être mettre de l'eau dans son vin. Puis on l'a vu, M. Trump, il peut changer du tout au tout. Hein, ouais. Je veux dire, début de mandat, il était très tough sur le Canada. Rien nous dit que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, tout d'un coup, le Canada devienne ce qu'il y a de mieux sur Terre. Jamais je voulais l'annexer. On le sait pas. On sait pas ce qui va se passer. Il est tellement imprévisible. N'oublions pas non plus qu'en 2026, je pense que c'est les élections de mi-mandat aux États-Unis. Hein? Et ben exactement. En fait, 2026, donc dans un an, l'automne 26. Parce que c'est un peu spécial parce qu'effectivement, tu te fais élire président des États-Unis l'automne, mais tu deviens officiellement président en janvier. Mais les élections de mi-mandat en tant que telles, elles vont avoir lieu à l'automne 2026, exact. Donc dans 14 mois à peu près. Tu sais. Donc là, c'est peut-être un levier qu'on a dépendamment, comme tu dis, de la situation économique aux États-Unis. Absolument, absolument. Et sincèrement, puis peut-être qu'on pourra éventuellement avoir un spécialiste de politique américaine, etc., pour venir nous parler. On en a eu de très bons dans le passé. Mais c'est pas impossible que ce soit sur ça que M. Carney mise beaucoup, parce que, George, on va se le dire, ça n'a pas été si pire, à part pour acier, aluminium, que M. Trump, finalement, de mettre ce 30%-là juste sur ce qui n'est pas couvert par la CEUM. Donc, sur l'économie globale du Canada, ça a un impact, mais pas à ce point majeur comme on aurait pu l'attendre, d'autant plus que le gouvernement fédéral va soutenir les industries qui sont touchées. Mais la grande peur de certains observateurs, c'est qu'au moment de renégocier la CEUM l'année prochaine, que M. Trump se dise, bon, ben regardez, la CEUM, c'est derrière nous maintenant, on va le renégocier, mais on va le renégocier selon mes nouveaux critères de tarifs. Exact. C'est possible, c'est possible que ça arrive. Puis ça, honnêtement, ça, c'est le bout qui fait le plus peur au Canada. Donc là, le Canada a comme gagné un peu de temps. Mais maintenant, et c'est là que ça va être hyper important pour M. Carney, pour son gouvernement, pour les gens qui travaillent avec les États-Unis, nos ministres qui travaillent avec les États-Unis. Je pense notamment à Dominique Leblanc, au commerce extérieur, mais tu sais, c'est sûr que les autres ministres vont être impliqués là-dedans. C'est là que ça va se jouer. Il va falloir entretenir cette amitié, cette relation et espérer que ça n'impacte pas plus. Fait que je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet pour ce qui s'est passé cet été-là. J'ai essayé de le résumer. Oui, puis de toute façon, regarde, il y aura beaucoup plus de nouvelles à venir là-dessus. Passons à la partielle à Arthabascan. Et ça, comme j'ai dit, en passant, j'étais en Grèce, donc il y a un décalage horaire de 7 heures. J'étais debout comme à 3-4 heures du matin, là, en train de voir s'il y avait des résultats dans Arthabascan. Puis là, ma femme, là, me dit « Hey, on est en vacances! » mais c'est correct parce que, et on l'a dit plein de fois ici au balado, là, c'est pas qu'on est conservateur ou qu'on aime Éric Duhem, mais moi, personnellement, je voulais tellement qu'il rentre au Parlement juste parce que ça allait amener quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique dans l'Assemblée nationale du Québec. Et, c'est quand même un leader d'un parti qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, de mon point de vue et celui ton point de vue aussi, Salim, j'imagine, on a un balado, on parle d'actualité politique. Un chef d'un parti a une place dans un parlement normalement. Évidemment, c'est la démocratie qui fait en sorte que tu rentres ou tu ne rentres pas. Et c'est correct. Mais juste de ce point de vue-là, moi, je voulais qu'Éric Duhem rentre à l'Assemblée nationale. Mais le Parti québécois, écoute, je sais pas combien de fois
on lance des fleurs là, à Paul Saint-Pierre Plamondon et au PQ. Je pense depuis les premiers épisodes là, qu'on a fait en 2023, là, à l'entrée suite à l'élection de 2022, on n'arrête pas de raise a flag, comme on dit. Hey, faites attention, il y a quelque chose qui arrive au Parti québécois. Là. Surtout ici, on l'a jamais mis de côté. Il y a plein de gens qui disent « Ah, 3 députés, là, c'est fini, c'est un parti qui est fini. » On a toujours dit « Écoutez, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de spécial. » Paul Saint-Pierre Plamondon est venu au balado aussi. T'sais, on suit cette évolution du Parti québécois depuis l'élection de 2022. Il y a quelque chose de spécial qui se passe dans ce parti-là. Toutes les élections partielles, c'est le Parti québécois qui les gagne. Écoute, dans Arthabasca, là, comment tu fais pour gagner? Le Parti québécois, c'est même pas son comté, là. Ça, historiquement, ça a toujours été un comté de l'ADQ à l'époque, là, tu comprends? C'est un parti qui appartient à cette classe-là idéologique, là, tu sais, ADQ, CAQ, whatever. Ils ont gagné dans Jean Talon à Québec, tu comprends? Donc, là où tu l'attends pas, le PQ arrive à gagner. Moi, j'arrive pas à comprendre la mécanique qui fait en sorte que le PQ gagne dans des comtés comme Jean Talon ou Arthabasca, mais il faut quand même féliciter le Parti québécois parce que ils arrivent. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas si c'est la fatigue du gouvernement qui fait en sorte que n'importe qui autre que la CAQ, donc stratégiquement, on s'en va vers le PQ. Mais pourquoi le PQ n'est pas un autre parti, ça, on peut l'analyser. Mais bravo pour eux, franchement. Pourquoi le PQ et pas un autre parti? C'est une excellente question. Moi, je pense que c'est le mandat gâché, la chefferie gâchée de l'époque Dominique Anglade. Ouais. Moi, je pense que c'était quand je dis mandat gâché et chefferie gâchée, parce que fondamentalement, rien n'a fonctionné. Tout était... je ne sais pas comment le dire autrement. Rien n'a fonctionné au Parti libéral du Québec à ce moment-là. Non, mais parce que, George, la raison pour laquelle je dis ça, dans l'histoire d'un parti politique, d'avoir des chefs de transition, ça arrive. T'sais, même Claude Ryan, qui a été un grand politicien, surtout intellectuel, cérébral, etc., là, a été chef du Parti libéral du Québec. A eu des réalisations, mais ne s'est jamais fait élire premier ministre. Donc, à la limite que Dominique Anglade n'ait pas été premier ministre, bon ben, tu sais, je veux dire, c'est pas tant ça l'échec pour moi de son passage à titre de chef, que le fait que normalement, quand tu es chef, c'est pas juste la finalité de devenir PM qui est importante. Elle est aussi dans le travail qui a été fait. Ensuite, que ton parti veuille plus que tu sois chef, ça peut faire partie de la vie politique, mais au moins tu l'as fait avancer, tu l'as positionné quelque part. La réalité, c'est que lorsque, en 2022, la défaite du Parti libéral du Québec était encore plus importante qu'attendue et imaginée et historique, avec le positionnement des 2-3 années qui avaient précédé, tu comprends que quand la CAQ s'est fait réélire, puis quelques temps après, la population était fâchée contre la CAQ sur le 3e lien notamment, etc. Là, tu te souviens? Puis que là, le monde a commencé à se tourner vers le Parti québécois. Mais c'est pas le Parti québécois, Salim. C'est une alternative que la CAQ. Mais exactement. L'opposition n'existait pas. Mais c'est mon point. C'est exactement ça mon point. Exactement. C'est qu'à un moment donné, quand les gens se sont fâchés puis se sont dit, bon, OK, quelle serait l'alternative de la CAQ? Parce que moi, je pense pas que 6 mois après les élections de 2022, les gens se sont dit automatiquement, OK, c'est bon, on veut sortir la CAQ. Ben, tu viens de la faire réélire avec 90 députés. Ouais. Fait que c'est sûr que la population a pas juste décidé du jour au lendemain. Par contre, la population, oui, se pose la question. Oui, c'est quoi l'alternative? Tiens, parce que moi, s'il devait y avoir des élections, j'aimerais ça, considérer l'alternative. Mais oui, mais George, il n'y en avait pas d'alternative comme opposition officielle. Il n'y en avait pas. Et Québec solidaire n'incarnait pas l'alternative non plus. Et le seul parti qui avait déjà été au pouvoir
Et en plus de ça, qui commençait à regagner une certaine forme de sympathie avec... C'était dans la conviction de leur positionnement, là. Oui, c'est ça qui oui, exactement. Qui a fait ils étaient distinguer. cohérents, mais Exact. absolument, ils étaient cohérents avec eux-mêmes, etc. Puis bon, Paul Saint-Pierre Plamondon incarnait une certaine fraîcheur en politique, etc. Puis là, c'était comme, oh, you know what, ça va être eux autres. Ça va être eux autres. Tu vas me dire, c'était dans des sondages, hein, c'était pas dans des élections, mais quand même. Mais oui, mais c'est sûr. Ben, par élimination, George. Ouais. Il n'y avait pas de chef. Enfin, il y avait un chef intérimaire. Donc, forcément, la population, elle élit pas un parti politique pour être au pouvoir. Elle élit aussi un chef pour être premier ministre. Exact. Même si en théorie, tu choisis pas tant un premier ministre, mais dans les faits, les gens, ils imaginent qui va être leur prochain premier ministre aussi quand ils votent pour un parti politique. Il y en avait pas. Un positionnement idéologique qui était complètement comment dire, incompréhensible. Écoute, même nous qui avons déjà fait partie de cette formation politique de près, etc., ben, on n'y comprenait rien. Alors, excuse-moi, là, c'est à un moment donné, si même des personnes, qui impliquées en politique depuis un certain nombre d'années, etc., n'y comprenaient rien, ben, par la force des choses, la population n'y voyait rien. Puis les résultats, d'ailleurs, le prouvent. Exact. Puis Québec solidaire ne l'incarnait pas. Alors oui, c'était le PQ. Alors au début, George, on peut dire que c'était un stationnement. On stationnait les votes en attendant les prochaines élections. Mais force est de constater que les sondages mettent le PQ largement devant depuis bientôt 2 ans. Ça va faire 2 ans cet automne. Puis ça fait plus de 2 ans qu'on commençait à avoir des soubresauts et on avait commencé à en parler sur le podcast. Ouais. Alors, moi, je te dis, oui, il y a un choix par défaut du PQ. Mais là, on s'est un peu éloigné d'Arthabasca en parlant de ça, excuse-moi. Mais Arthabasca, dans le fond, gagné par le PQ, bon, voyons, les conservateurs d'Éric Duhem ont fait un bon score. Pas les conservateurs. Je devrais dire le conservateur Éric Duhem, parce que c'était lui-même qui se présentait. On fait un très bon score, assez quand même impressionnant. Mais tu vois, c'est le problème du PCQ, du Parti conservateur du Québec. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de franchir, comment dire, de briser ce plafond de glace qui lui permet d'avoir au moins un député à l'Assemblée nationale. Ouais. Tu sais, le problème, c'est que le Parti conservateur, il y a des appuis. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est pas assez concentré, par exemple, dans 1, 2, 3, 4, 5 comtés, où le vote serait assez pour permettre à ce qu'ils fassent une entrée. Je sais pas comment ils vont faire ce calcul-là, comment ils doivent s'organiser pour permettre à des candidats de gagner. Puis on va revenir au sondage parce que dans la grande région de Québec, les conservateurs sont quand même assez favorables. Le problème, c'est que est-ce que les chiffres vont leur permettre de faire quelque chose dans le futur? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression, Salim, que la vague d'appui que les conservateurs ont eu, surtout durant la période de la COVID, est en train calmement de disparaître. Ça veut pas dire qu'ils n'auront pas d'autres chances dans le futur, mais je vois pas l'enthousiasme qu'on voyait durant la... Puis c'est normal, tu sais, les gens étaient frustrés. Quel parti qui va représenter notre voix? Ils se sont tous campés avec les conservateurs. Éric Duhem en a profité. Bravo pour lui. Mais est-ce qu'il va pouvoir maintenir ça ou même l'augmenter? Ça, je suis pas trop sûr de ça. C'est difficile à dire. C'est sûr que là, avec la défaite d'Éric Duhem lui-même, dans Arthabasca, qui était probablement l'un des comtés les plus, entre guillemets, prenables, après avoir mis quand même assez d'efforts là-dedans. On va voir, est-ce que moi j'ai comme l'impression que l'étoile va pâlir un petit peu. Je ne sais pas, je suis pas convaincu que les conservateurs vont faire d'énormes scores. Il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'au Québec, il y a une partie de l'électorat qui adhère, peut-être pas entièrement, mais un tant soit peu,
au discours d'Éric Duhem et du PCQ. Ouais. Et ça crée une forme de frustration parce qu'ils se disent, ben là, voyons, on n'a même pas un député à l'Assemblée nationale. Tu vas me dire, oui, mais c'est la faute de personne. Il n'y a personne qui leur a volé ça. Ouais, à un moment donné, le système électoral, la démocratie québécoise ressemble à ça. C'est-à-dire, tu te présentes dans une circonscription, il faut que tu récoltes le plus de voix pour te faire élire comme... il n'y a personne qui a volé quoi que ce soit, ni à Éric Duhem, ni à n'importe quel... Alors maintenant, s'il y a des gens qui te disent, oui, mais on aimerait accéder, mais oui, mais tu dois accéder par les urnes. Ceux qui disaient, oui, il aurait fallu laisser Éric Duhem avoir accès à l'Assemblée nationale. Non, excuse-moi, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'Assemblée nationale, figure-toi que même Pablo Rodriguez, qui est chef du Parti libéral du Québec, qui a 20 députés à l'Assemblée nationale, qui est opposition officielle, Pablo Rodriguez ne peut rentrer à l'intérieur de l'Assemblée nationale que sur invitation d'un de ses députés. Ouais. Et pourtant, c'est lui techniquement leur patron. Exact. Fait que si c'est bon pour les autres, ça c'est bon pour tout le monde. Ouais. Puis l'Assemblée nationale, c'est l'enceinte des élus. Mais ça laisse quand même un vide, hein, Salim, parce que là, au provincial, on s'enligne vers une élection l'année prochaine. Et tous les partis, que ce soit la CAQ, le PQ et le Parti libéral du Québec, ils sont en train de voir les résultats puis ils disent, écoute, il y a un groupe d'électeurs, comme tu viens de dire, que ils s'en vont où, eux autres? Là? Est-ce qu'ils demeurent aux conservateurs? Est-ce qu'ils vont continuer à voter conservateurs? Et avec ce qu'on vient de dire, statistiquement, peut-être qu'ils n'auront jamais un député. Est-ce qu'on essaie d'aller chercher une portion de cet électorat-là? Si oui, comment? Sinon, ben ils iront où? Est-ce que c'est des souverainistes? Est-ce qu'ils sont à droite? Est-ce qu'ils sont au centre? T'sais, ils sont venus d'où, ces électeurs-là? Tu comprends? Donc, et ça, c'est un jeu un peu dangereux parce que traditionnellement, la région de Québec, là, normalement, c'était réservé au Parti libéral du Québec. Réservé, c'est le mauvais mot, là, mais il était pas mal proche du Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec a déjà eu 9 circonscriptions sur 11 dans la grande région de Québec. Exact. Donc ça, c'est un vote qu'on se demande, écoute, est-ce qu'on peut le revoir? Oui, non? Est-ce qu'il y a tellement une frustration qu'ils vont voter pour un autre parti complètement? T'sais? Mais les partis politiques qui posent la question, est-ce qu'on pourrait aller chercher cet électorat-là, dans le fond, reprendre la question que tu viens de poser? Évidemment, ils aimeraient ça. Bon, ensuite, c'est une question de est-ce qu'il y a des vases communicants possibles ou non. Tu sais, ça peut paraître très anormal, ce que je vais dire, mais tu sais, des gens qui sont passés du PCQ à Québec solidaire ou de Québec solidaire au PCQ, c'est déjà arrivé. C'est très peu de monde, mais généralement, c'est du monde qui aime un peu moins le système en place, là, tu comprends? Donc, ils vont vers la grosse droite ou vers la grosse gauche, là, mais tu sais, donc ça peut arriver, mais ça reste minime. Donc, on ne peut pas dire qu'il va y avoir un transfert des conservateurs vers Québec solidaire. Des conservateurs vers les libéraux du Québec, j'en doute aussi, parce que oui, il y a des aspects entre guillemets de concept un peu de liberté qui est incarné par les libéraux où tu pourrais retrouver des conservateurs, mais la seule chose, c'est que les conservateurs, en tout cas, de ma perception, ils seraient peut-être un peu moins d'accord avec ça, mais une certaine forme un peu d'idéologie, de nécessairement moins d'État, moins de choses, etc. Puis, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein, dans le sens que même moi, je pense aussi que parfois l'État est un peu trop gras, mais il faut considérer aussi ton contexte, il faut être aussi une forme de pragmatisme, puis il ne faut pas oublier qu'au Québec, les gens, quoi qu'ils disent, ils aiment ça que, ils aiment ça un peu plus de présence de leur gouvernement au Québec. Là, je veux dire, l'électorat, il veut ça. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas réclamer des garderies à 7 $, avoir des CHSLD, des trucs, des machins. En fait, je sais plus qu'est-ce qu'il le disait. Là, il y avait un chroniqueur à la radio qui disait, ben là, c'est parce que c'est de ta naissance jusqu'à ton décès que, tu sais,
et tous des services partout, etc. Puis les gens, en plus de ça, ils te disent on veut moins de taxes et on veut avoir accès aux services plus vite, etc. Ce qui est tout à fait légitime, hein, parce que c'est aussi ma volonté, c'est ta volonté, c'est la volonté de tout le monde. Là, il n'y a personne qui peut être contre ça. Il reste que pour ça, ça te prend un gouvernement et tu peux pas réduire le gouvernement à 10% de sa taille. Ouais. Pas de 10%, mais à 10% de sa taille, et espérer avoir tous les services que tu as l'habitude d'avoir. C'est impossible. Ouais, non, je pense que Donc, le gap est trop grand entre le PCQ et le PLQ. Ben, c'est ça. Mais la il question pourrait y se en avoir pose, un peu. Ils iront où? La CAQ risque de disparaître. Il pourrait se retrouver au PQ. Puis d'ailleurs, moi, je crois que l'une des raisons pour laquelle au PQ, je pense, écoute, évidemment, c'était inespéré de gagner Jean Talon à Québec. Ils l'ont gagné. Et là, c'était un peu la preuve qu'ils étaient capables d'aller chercher des gens qui n'étaient pas spécialement souverainistes, mais qui étaient prêts à faire confiance au Parti québécois. C'était le symbole. Terrebonne, c'était quoi le symbole? C'est que les souverainistes sont revenus au bercail. Exact. T'sais? Là, Arthabasca, non seulement c'est, j'ai envie de te dire, c'est fédéraliste, ou à tout le moins, c'est pas séparatiste, c'est pas souverainiste, c'est pas indépendantiste, mais c'est quand même très nationaliste. Et c'est bien plus à droite. Tu sais? Et là, ils se disent, bon, ben là, c'est en plus le vote de droite qu'on va chercher. On est capable d'incarner ça. Ben d'ailleurs, je te rappelle que Alex Boissonneau avait, première conférence de presse, a dit, moi, je suis de centre-droit. Tu sais? Manière de dire, vous pouvez me faire confiance, je pense comme vous, etc. Donc, tu comprends que pour le PQ, ils se disent, ben là, tous nos voyants sont au vert. Là, tu sais, genre, boum, boum, on coche des cases. C'est pas juste d'avoir doublé notre députation. C'est l'esprit qu'il y a derrière et le message qu'il y a derrière chacune de nos victoires dans des partiels. Et donc là, moi, je pense que oui, c'est pas impossible que le PQ aille chercher des gens du PCQ. Puis je te rappelle aussi que le PQ va plus loin que la CAQ sur beaucoup de sujets, tu sais, sur les questions identitaires. Tu sais, il y en a des identitaires à la CAQ, là, don't get me wrong, là, tu sais, je veux dire, des identitaires hardcore, il y en a à la CAQ. Mais il n'y a pas que ça. Ouais. Ben, au PQ, ça va plus loin dans tout, là, tu sais, je veux dire, tu vas me dire, oui, mais Salim, comment dire, tu sais, le PCQ, les gens qui ont voté pour le PCQ sont peut-être moins dans les contraintes que peut mettre en place un gouvernement. Ouais, mais tu sais, ça dépend lesquelles. Il y a des contraintes qui dérangent moins que d'autres, j'ai envie de te dire, là, tu sais, il y a droite et droite. Je suis d'accord avec toi, là, tu sais, ils ont tout le chemin libre, là, le PQ, il semble. La seule chose qui ne semble pas si bien fonctionner, c'est toute la question de la souveraineté. On y reviendra quand on va parler du sondage, parce que là, il y a des souverainistes qui sortent pour dire, écoutez, peut-être qu'il faut revenir un peu sur ce discours-là du référendum. On peut en parler. Tout ça. On peut en parler. Ben, voulais-tu dire quelque chose là-dessus? Non, mais regarde, on peut y revenir. Ouais. Je pense que parce que Arthabasca, la réalité, c'est que ça a eu lieu déjà il y a deux semaines, je crois. Puis il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans les médias. On essaye, nous, de pas nécessairement répéter juste ce qu'il y a dans les médias, sinon il n'y a pas d'intérêt au podcast, là. Mais on peut faire un lien. Au PQ, c'est quand même assez ironique. Tu le disais toi-même tantôt, je suis complètement d'accord avec toi. L'espèce de cohérence / transparence avec laquelle fait preuve Paul Saint-Pierre Plamondon, ça a beaucoup servi au PQ pour aller augmenter ses intentions de vote auprès de l'électorat du Québec. Beaucoup. Et la souveraineté faisait partie de ça. En disant, regardez, c'est même pas un enjeu dont je veux discuter, puisqu'il y en aura un référendum dans un premier mandat. Il a toujours été clair là-dessus. Puis malgré le fait qu'il ait été clair là-dessus, je pense, dans le dernier sondage léger, qu'on parlait de 27% des gens qui sont contre la souveraineté chez les électeurs du PQ actuellement.
Donc, ça veut dire que plus d'un quart de ceux qui disent que s'il y avait des élections demain matin, ils voteraient pour le PQ, voteraient non à un référendum. T'imagines 27% de fédéralistes chez le PQ? C'est quand même pas pire. Ouais. Tu sais, donc, malgré ça, il a quand même été très constant, Paul Saint-Pierre Plamondon et le PQ. C'est quand même assez impressionnant. C'est une inconnue, tu vas me dire, mais quand même, ils sont là. Mais en même temps, il est vrai que le PQ a été trop haut, trop tôt. Et aujourd'hui, beaucoup d'observateurs disent, mais là, il peut que rebaisser parce qu'il est au top. Il ne pourrait pas aller au-delà. Tu sais, aller au-delà, ça voudrait dire quasiment qu'il mange dans tous les lunchs, marche sur l'eau, bref, tout ce que tu veux. Là, tu sais. Donc, beaucoup disent ça. Jusque-là, il n'y a pas de soubresaut. Mais là, sortie publique d'un ancien premier ministre péquiste, Monsieur Bouchard, Lucien Bouchard, qui lui dit je veux pas nuire à M. Saint-Pierre Plamondon. Oups. Je veux pas nuire, mais sauf une fois au chalet. Et là, il dit mais il devrait reconsidérer d'organiser un référendum dans un premier mandat. OK. Remettons ça dans perspective, George. Monsieur Bouchard, moi, j'ai honnêtement beaucoup de respect pour le monsieur. Très expérimenté. Évidemment pas d'accord avec lui sur ben des affaires, notamment sur la question de la souveraineté, parce qu'il est souverainiste. Il n'a jamais changé. Mais M. Bouchard, c'est quelqu'un qui voit les choses d'avance. M. Bouchard, il te dit, quand on a perdu le premier référendum, le Québec, la souveraineté était perdante. Parce que par la suite, il y a eu rapatriement de la Constitution, puis bref, il y a un fantasme autour de ça, de pourquoi, puis en quoi le Québec était perdant. En fait, c'est pas le Québec qui était perdant tant que ça. Mais oui, en fait, mais je veux dire, il n'y a rien qui fait perdre concrètement quelque chose au Québec. J'ai presque envie de te dire, c'est symbolique. Il y a des choses... comment je vais te dire ça? Il y a des éléments, il y a des conditions que le Québec veut, historiques, qui sont encore en demande, puis même les fédéralistes les demandent. Même moi qui suis fédéraliste, j'aimerais les voir se faire, mais bref, je ne veux pas refaire le débat constitutionnel des années 80-90. Mais pour M. Bouchard, la souveraineté a reculé après le référendum de 80. Puis il dit qu'après le référendum de 95, la souveraineté a encore reculé parce qu'il y a eu la loi sur la clarté référendaire du fédéral. Donc, il te dit, regarde, le fédéral a encore plus d'emprise. T'sais. Puis il te dit, un troisième référendum perdu serait la catastrophe. Ce serait genre enterrer une fois pour toutes la souveraineté, à tout jamais. Ouais. Je sais pas, moi, souvent, les grands mots, là, moi, à mon avis, la souveraineté, ça va jamais disparaître au Québec. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, mais... Bref, donc tout ça pour dire, M. Bouchard, lui, arrive avec une démarche plus intellectuelle, plus réfléchie, etc. Dit, moi, je l'inviterai à reconsidérer sa position. Oupalaï. Le problème, c'est que, au-delà de la démarche intellectuelle, le message que ça envoie, c'est la souveraineté, c'est pas réaliste dans un premier mandat, ou le message indirect que ça envoie, c'est que ça peut créer une forme d'instabilité qui soit mauvaise pour le Québec ou les Québécois ou peu importe quoi. C'est comme ça que les gens vont le recevoir. Et là, j'ai comme l'impression que cette sortie de M. Bouchard risquerait éventuellement, potentiellement, dans la prochaine année, qui est une année préélectorale, une année préélectorale, l'année qui débute, là, pourrait causer beaucoup de tort au PQ. Ça, beaucoup de tort. Parce que si tu viens et tu ramènes la souveraineté au premier plan, comme étant une menace, non pas comme étant, on va mener un troisième référendum, puis on verra où est-ce que ça va nous mener, on pense qu'on va le gagner. Ça se peut qu'il y ait du monde qui commence à se dire, tu sais, les 27% là, qui veulent dire non. Ouais. Tu sais, admettons qu'il y ait juste 20 d'entre eux qui soit retournent à la CAQ, soit décident d'aller au PLQ en se disant le PLQ, c'est la meilleure
le meilleur remède contre la souveraineté, c'est le seul vrai parti fédéraliste. Ben là, ça va plus très bien pour le PQ. Ça commence à rebaisser. Là, c'est ça que j'allais dire, parce que c'est un risque, parce que là, tu ramènes la situation politique québécoise dans une situation binaire, souverainiste ou non souverainiste, tu comprends? Et c'est là où je pense que le Parti libéral du Québec joue pas si bien ses cartes, ou au moins peut-être qu'il prévoit jouer ces cartes-là plus tard, je sais pas, là, tu sais, mais c'est comme un discours qui est absent chez le PLQ. Et comme ancien stratège, moi, j'aurais peut-être pris cette opportunité-là, puisque l'autre parle de souveraineté et puis est premier dans les sondages, ben on fait l'inverse, puis on crée une situation. Mais est-ce qu'on veut revenir dans ce débat-là? Comme tu as dit, ça risque de ne jamais terminer, ce débat-là, au Québec, tu comprends? Donc, il va certainement avoir un parti qui sera pour et un autre qui sera contre. Donc, tu sais, on jouera toujours dans ce scénario-là. Peut-être maintenant, vu que le PQ est tellement en avance, peut-être ça serait le temps que le PLQ prenne un peu une position au point de vue stratégique, juste au point de vue stratégique. Mais puis de toute façon, c'est idéologique aussi parce que c'est un parti fédéraliste. Donc, pourquoi ne pas jouer dans cette game-là? Moi, j'ai jamais compris ça. On verra si ça va venir plus tard, mais pour revenir aux élections d'Arthabasca, Salim, moi, je pense que c'est je veux pas dire le dernier, là, mais peut-être un des derniers clous dans le cercueil. Puis là, ça jase remaniement. Je sais pas si ça va changer de quoi. Il y a la commission Galant, on va pas rentrer là-dedans si c'est trop niche, là, c'est trop geek, là, la commission. Mais tout ça pour dire que il y a tellement d'affaires négatives là, autour de la CAQ. Il y a un nuage autour de la CAQ en ce moment que tous les analystes sont en train de voir comment tu peux, si tu peux, sortir de cet état-là. Moi, je vois pas comment il peut le faire. Évidemment, on a eu d'autres surprises là, au fédéral, mais c'est pas les mêmes circonstances. On n'est pas dans le même scénario exactement, mais jamais on dira jamais. Là, tu comprends? C'est toujours possible. Mais avec tout ce qui se passe, là, on est dans une pente descendante, puis c'est rapide, là, la CAQ, puis je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis là, l'autre jour encore, on était ensemble, puis on était avec quelques députés à l'opposition, puis ils mentionnaient l'option de prorogation du Parlement. Il y a plein d'affaires maintenant qui circulent. Je sais pas si on est au courant ou non, mais ça jase en arrière-scène, et c'est toutes des affaires qui font mal paraître la CAQ en ce moment. Et juste pour terminer, je t'avais envoyé ça, il y avait un article dans Le Devoir de Marie-Michel de Sioui qui a été repris par Philippe J. Fournier, dans lequel elle mentionnait une possible défection d'une vingtaine de députés de la CAQ. Je ne sais pas si c'est une exagération, mais apparemment, il y aurait eu une rencontre d'une vingtaine, 22, 24 députés caquistes sans leur chef. Puis là, Philippe J. Fournier a pris cet article-là pour faire une petite analyse statistique et il n'y a pas tort parce que si jamais 22, 23, 24 ou même 21 députés de la CAQ partent, ben ils forment de l'opposition officielle parce que le parti... Donc, le but de son article à lui, c'était que, bon, si jamais c'est une possibilité que cela arrive, attention, parce que là, ça va nuire au PLQ parce qu'on aura une nouvelle opposition officielle, si jamais. Mais bon, évidemment, on est dans l'hypothétique, mais ça, c'est pas fou non plus. Là. Non, moi, je pense que c'est très fantasmé, ça. Je pense pas qu'il y ait une personne qui pourrait vraiment croire à ça sérieusement. Et autre chose, je crois qu'il y a plusieurs critères pour être opposition officielle. C'est pas juste le nombre de députés, c'est aussi le nombre de votes qui ont été recueillis comme parti politique. Donc, je serais un peu surpris. Là, mais en tout cas, regarde, je veux pas rentrer dans les détails de ça parce que j'ai pas le côté technique, mais franchement, j'y crois zéro. Là, je pense que la probabilité doit être de 0,0001% là, que ça se passe. Mais bon, écoute, chose est certaine, c'est que quand tu vois le sondage de Léger, qui est d'ailleurs pas le seul, là, mais on parle du dernier, là, PQ est en premier, PLQ est en deuxième, la CAQ est en troisième, loin derrière. Même chose pour qui ferait le meilleur premier ministre, Paul Saint-Pierre Plamondon en premier, Pablo Rodriguez en deuxième, M. Legault en troisième.
c'est sûr que c'est pas des chiffres très intéressants, très encourageants pour la CAQ, d'autant plus qu'il y a 49% des Québécois qui veulent que M. Legault parte. Un Québécois sur deux à peu près. C'est quand même beaucoup. Ensuite, tu as, je crois, 67% des Québécois qui sont insatisfaits du gouvernement caquiste. Ça, c'est énorme. C'est énorme. En même temps, George, puis là, je suis pas là ni pour défendre quelqu'un ou pour l'arranger ou l'aider ou peu importe, là, mais ou le couler, mais la réalité, c'est que il y a une réalité implacable en politique. Au-delà, tu sais, tu peux me parler de SACLIC, tu peux me parler du troisième lien, puis de Nordvolt, puis de 4-5 autres dossiers là, qui ont été hyper médiatisés, qui ont déçu les Québécois, mais au-delà de ça, George, la fatigue des gens vers un gouvernement, quand elle s'installe, elle s'installe. Ouais. Puis pour M. Legault, là, normalement, la fatigue, on aurait dû commencer à la ressentir dans les derniers 6 mois. Quand tu es à mi-chemin des prochaines élections de ton deuxième mandat. Lui, la fatigue, on a commencé à la sentir très vite après sa réélection. Exact. Dans les 6 premiers mois de sa réélection. Exact. J'en reviens, je l'ai dit sur ce podcast, je l'ai écrit sur mon blog, là, mon Substack, il y a déjà un petit bout. Tu sais, la pandémie, on l'oublie, là, les gens ont oublié qu'ils portaient des masques, etc. Oublie pas, on était devant notre télévision tous les jours. Les gens qui ne savaient même pas qu'on avait un premier ministre, et oui, c'est vrai, il y a du monde, il y a des Québécois comme toi et moi qui ne savaient pas, pas nous, on le savait, mais je veux dire, d'autres Québécois qui savaient même pas si on avait un premier ministre ou un président, tu sais, qui, tout d'un coup, découvrent M. Legault, M. Arruda, tabarouette, le directeur national de la santé publique. Il n'y a jamais un chat qui savait qui était, mais tout le monde savait qui était. Tu sais, mais la surmédiatisation de M. Legault, de M. Dubé, des ministres, etc., du gouvernement caquiste, a contribué à accélérer cette fatigue-là. Fait qu'aujourd'hui, l'écœurantite qu'on peut ressentir dans la population, c'est comme si M. Legault avait déjà passé 10 ans au pouvoir, alors qu'il va boucler sa 7e année dans 1 mois et demi. Tu sais? Donc, il y a aussi un peu de ça. C'est pas juste la gestion ou la gouvernance caquiste, il faut être réaliste, il faut être honnête, la fatigue, elle joue un... Et c'est ça qui est spécial, Salim, parce que, tu sais, quand tu parles de gouvernement, il y a un visage qui vient en tête, c'est le premier ministre, c'est le chef. Et on parle de remaniement maintenant partout dans les nouvelles, et il y a plein de gens qui pensent que ça va rien faire, puis je suis d'accord avec ça, parce que tu retires tous ces ministres-là, on parle de Bonnardel, Mme Guilbeault, même Dubé, le ministre des Finances, que tu fasses un vrai remaniement, pas des chaises musicales, un vrai remaniement comme genre, ils sont plus ministres. À la fin, là, le visage principal, c'est toi, c'est le premier ministre. Donc, est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Je le sais pas. Apparemment, le caucus est très divisé, et si tu fais un grand remaniement de même, je pense pas que ça va t'aider non plus. On verra. Moi, ça m'intéresse vraiment. Puis l'autre chose que je voulais dire aussi, n'oublions pas que, tu sais, t'en as peut-être parmi ces gros joueurs-là, là, dans son gouvernement, qui ne se représenteront pas. Donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année, il y a des décisions qui doivent être prises. Là, tu comprends? Tu peux pas rentrer en année électorale avec des ministres qui, au mois de mai-juin l'année prochaine, ne seront plus là. Tu peux pas faire. Il faut que tu formes déjà maintenant une équipe qui va te rendre aux élections en espérant pouvoir les gagner. Donc, si tu as quelqu'un comme M. Girard, qui, en passant, était dans notre balado, puis quand on lui a posé la question, est-ce que vous allez vous représenter aux prochaines élections? Moi, j'étais prêt à miser après cet épisode-là, Salim, que la réponse est non. Et même aujourd'hui, je dirais la même chose. Donc, comment tu fais pour aller en élection
avec M. Girard comme ministre quand tu sais que peut-être qu'il sera plus là. Même chose pour M. Dubé. Est-ce que Bonnardel va se représenter? Est-ce que Mme Guilbeault? Ben, peut-être Mme Guilbeault, oui, mais je sais pas, avec toutes ces affaires-là qui se passent en ce moment. Donc, il y a toute une gang là qui sont au premier plan avec le premier ministre qui risque de ne plus être là. Ça veut dire que oui, un remaniement, peut-être, ça rafraîchit un peu l'affaire. On est en rentrée parlementaire, donc peut-être c'est nécessaire. Mais en même temps, tu as besoin de commencer à penser à ton équipe électorale. C'est qui va te mener jusqu'aux élections? Et moi, j'ai l'impression que la plupart de ces stars, comme on dit, de son équipe, seront plus là. C'est hyper intéressant ce que tu dis, puis j'y adhère très bien. Mais j'ai vu plusieurs angles intéressants à relever. Dans le même sondage, puis tu vas voir le lien avec ce que tu disais. Dans le même sondage, et là, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est pas grave, une majorité de Québécois disaient qu'un remaniement ministériel ne changerait strictement rien. Ouais. Puis sais-tu quoi, George? Beaucoup de gens pensent ça, puis même moi, je pense aussi qu'un remaniement ministériel peut pas te faire inverser la tendance complètement. Ouais. Par contre, t'es un premier ministre du Québec, George. T'es face à cette situation, qu'est-ce que tu fais? Tu restes-tu sur ton steak en te disant de toute façon, je vais perdre les élections puis je fais rien du tout, là? Ou tu vois comme quoi ton gouvernement a un peu de difficulté puis tu dis je vais rien faire du tout? C'est 58%, merci. 58% des gens disent que ça va rien changer du tout, qu'il va y avoir qu'un remaniement. Moi, tu vois, ça, M. Legault l'a sans doute vu. Puis il se dit, je vais quand même le faire, mon remaniement. Puis il a raison. Ouais. Excuse-moi, j'ai pas la prétention d'être un premier ministre du Québec, là, ou premier ministre même. Mais moi, premier ministre, je le fais, mon remaniement. Ouais. Tu fais pas ton remaniement juste parce que tu penses que ça va changer quelque chose. Il faut que tu le fasses parce que tu penses que c'est nécessaire, parce que ça insuffle quelque chose de nouveau, une certaine dynamique dans ton équipe. Parce que ça, le 58%, là, c'est comme aujourd'hui, cette semaine. Oui, exactement. Tu sais jamais, si tu fais ton remaniement, puis dans 1, 2, 3 mois maintenant, les gens vont s'habituer à une autre réalité. Ça peut changer, évidemment. Exactement. Puis bon, un électeur, ça reste un électeur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va aussi avec son ressenti, l'impact que les politiques ont sur lui, sur son portefeuille, sur sa famille, sur son accès aux services, etc. Donc, mais l'électeur, il n'est pas non plus spécialiste de certaines choses. On est tous généralistes un petit peu à savoir, à essayer de comprendre, à essayer de naviguer. Mais donc non, M. Legault, s'il considère que son gouvernement est arrivé à un point où ça prend de le changer un petit peu, comme d'appuyer sur le bouton reset un petit peu, ça sera jamais complètement reset parce qu'il y a du monde qui sont encore là et qui vont rester là, mais juste de rebrasser les cartes, ça peut te donner un peu d'oxygène. Ça changera peut-être pas les intentions de vote, mais ça donne de l'oxygène. Puis oublie pas, ta responsabilité première, c'est pas de te faire réélire. Ta responsabilité première, c'est de bien gouverner le Québec pour le mandat pour lequel tu as été élu. Son mandat se termine en octobre 2026. Alors si ça prend de remanier son équipe pour être plus efficace, au moins pour la prochaine année, ben so be it, let's go. Ouais. Ben, qu'est-ce que les électeurs ont pas dit OK, ben de toutes les manières, vous allez perdre les élections, fait arrêtez de gouverner efficacement. Ça a aucun bon sens. C'est pas. Donc, non, il va le faire, son remaniement. Maintenant, oui, bien sûr qu'il y a un aspect aussi stratégique et électoral. Puis t'as raison que, George, quand tu dis qu'il y a du monde qui vont pas se représenter, donc peut-être qu'il va vouloir les sortir de là. Donc oui, il y a des gens, ils vont lui dire, je veux pas me représenter, et M. Legault va leur dire, ben, merci pour tes services, mais là, c'est le temps de donner la chance à quelqu'un d'autre. Ça, il y a une première catégorie. Il y a une deuxième catégorie de gens qui vont lui dire, un peu comme M. Dubé, où tout le monde sait qu'il se représentera pas, M. Dubé à la santé, il va lui dire, OK, Christian, je sais que tu vas pas te représenter, mais toi, j'ai besoin de toi encore pour l'année qui reste, donc même si tu te représentes pas, je veux que tu restes au Conseil des ministres. Soit qu'il reste à la santé, soit qu'il aille aux finances, comme certaines rumeurs l'ont annoncé, mais on verra bien, on sait pas où est-ce qu'il va atterrir. Donc, ça va arriver. Puis ensuite, il y a une autre catégorie de personnes que ils vont lui dire, Monsieur le Premier ministre, nous, on a l'intention de nous représenter. Puis là, s'il lui dit, vous avez l'intention de vous représenter, bon, fine.
Donc, vous allez rester, mais vous allez bouger de ministère. Soit je vais vous donner un plus gros ministère parce que vous avez été bon, soit un moins bon ministère parce que vous n'avez pas été à la hauteur ou que j'ai besoin de quelqu'un d'autre à votre place, ou les garder au même ministère. Mais ça, c'est la chose la moins voulue de M. Legault parce que M. Legault veut envoyer le message que c'est un gros remaniement. Donc, il est capable de bouger des pièces maîtresses et le plus de pièces possible. Ouais. Donc, c'est ça. Puis ensuite, il y en a d'autres, une autre catégorie de ministres qui vont comme Morgane. Je peux rien. Je suis obligé de les garder parce que sais-tu quoi? Dans mon caucus, j'ai pas assez de talent. C'est ça que j'allais dire. J'ai pas assez de talent pour les remplacer. Puis, ne le prenez pas mal, là, les députés caquistes qui nous écoutent, là, puis qui espèrent être ministres et qui ne le seront pas. Quand je dis il n'y a pas de talent, c'est pas que vous n'avez pas de talent. C'est que vous n'êtes pas nécessairement ministrable, c'est-à-dire que politiquement... C'est-à-dire, à une année des élections, Salim, tu peux pas mettre quelqu'un qui a 0 expérience ministérielle. T'as besoin de quelqu'un qui va... ça va arriver. Mais non, mais ça va arriver. Non, mais je comprends, mais c'est l'autre risque aussi, parce que là, tu vas avoir d'autres personnes sur le premier plan qui n'ont jamais été questionnées par l'opposition, qui n'ont jamais fait face à la pression des médias, qui n'ont pas géré des dossiers comme ceux qui risquent... Donc, c'est une autre réalité. Oui, mais là, ils partent pas de zéro non plus. C'est-à-dire, à un moment donné, ils ont fait un certain nombre d'années comme députés, donc ils ont appris la game un petit peu sur place, puis de toutes les manières, à un moment donné... Excuse-moi, j'adore faire cette analogie-là. C'est comme les bouncers dans les bars là, quand t'es plus jeune, là t'as 18 ans, t'as envie de sortir, puis le bouncer est comme moi, mais là t'es pas un habitué du club, je peux pas te laisser rentrer. Ah ouais, mais comment tu veux que je sois un habitué si tu me laisses pas rentrer la première fois? Exact. Fait que tu sais, il y en a, regarde le gars, le député de Harford là qui est rentré pour remplacer Éric Kerr là, son nom m'échappe. Il avait jamais été ministre avant. Mais bon, il y avait une certaine connaissance, expertise, whatever, des trucs informatiques, etc. Fait que bon, il arrive comme ministre responsable du numérique à la place d'Éric Kerr. Bon, tu sais, c'est sûr qu'il était un petit peu rouillé au début, mais tu sais, à un moment donné, tu apprends à répondre aux questions et autres. Mais tu peux pas comparer ce ministère-là, par exemple, à un ministère de l'Éducation ou de la Santé. Mais tu vas pas donner le ministère de l'Éducation à quelqu'un qui a jamais été ministre avant. Là. Ça, c'est sûr. Je peux même, d'une certaine manière, te dire que c'était déjà c'était déjà fort le fait de le donner parce qu'il y a eu 2 ministres de l'Éducation sous M. Legault. Il y a eu Jean-François Roberge, qui n'avait pas été ministre auparavant, qui n'avait jamais rien géré dans sa vie, à part son bureau de comté de 3 personnes, qui est devenu ministre de l'Éducation. C'était gros. Puis M. Drainville, qui est arrivé après lui. Puis M. Drainville avait déjà été ministre dans le gouvernement marois. Mais attention, là, un ministre sans ministère, là, c'était le ministre de la laïcité ou je sais pas quoi, là, de la charte des valeurs du Parti québécois, whatever. Là. Institution démocratique aussi, là, il avait fait les réformes, là, le truc à 100 pièces. Excuse-moi, c'est pas un ministère, ça. Là, ça. Je te dis pas que c'est pas important. Il a joué un rôle important, puis je veux dire, je ne lui enlève rien. Mais en comparaison. Non, mais en gestion là, de ce que c'est, ça n'a rien à voir. Le ministère de l'Éducation, c'est énorme. Ouais. C'est un bateau énorme. Donc, c'est sûr, la preuve, M. Dubé, qui est arrivé à la santé pour succéder à Mme McCann. Bon, Mme McCann avait déjà été une gestionnaire là, de CIS ou CIUS, ou je me souviens plus trop de ce que c'était là qu'elle avait géré. Bon, elle avait certaines aptitudes, donc bon, elle est arrivée là, mais regarde, t'arrives avec Christian Dubé qui lui a l'habitude des grosses structures, tu sais. Ensuite, on n'aime pas ce qu'il a fait, mais est-ce qu'il y a quelqu'un à bord du bateau? Oui, il est là. Ensuite, tu peux ne pas aimer ce qu'il fait, mais il est là, tu sais, donc c'est quand même gros. Alors c'est sûr que ça va pas être un rookie là qui va rentrer dans ces ministères-là, mais il va falloir. En ce moment-là, tu peux pas parler d'un grand remaniement non plus, tu comprends? Non, grand remaniement déjà, ça veut dire que tu changes de place les gens, genre les gros joueurs. Tu sais, moi par exemple, j'ai beaucoup entendu cet été que M. Legault avait l'intention de changer son ministre des Finances. Ouais.
Pas parce qu'il aime pas M. Girard, mais je pense que pour son dernier budget préélectoral, il voulait avoir une figure un peu différente. Une figure un peu plus... quoique nous, on a adoré notre échange avec M. Girard, là, genre super le fun à discuter avec. On a fait des blagues, on a parlé de hockey, etc. Mais il reste que, il fait très économiste, etc. Alors peut-être qu'il veut quelqu'un qui est un peu plus... je ne vais pas dire chaleureux, c'est pas le terme, là, mais en tout cas un peu plus volubile dans sa façon de vendre un budget. Donc, ça se peut qu'il veuille quelqu'un d'un peu différent. Puis, il voit bien que M. Dubé est l'un des plus populaires des ministres. Donc, peut-être qu'il pourrait atterrir là. J'ai entendu ça. Ça se peut que pas du tout. Hein, ça se peut qu'il reste là. Mais tu sais, aux finances, là, il n'y en a pas 38 qui peuvent occuper ce poste-là. Ouais. Là, si c'est pas M. Dubé, M. Girard va rester à sa place. Là, je peux pas croire que, qu'on va ramener Éric Kerr aux finances. Faudrait qu'il traficote un peu son CV de nouveau, là, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu... c'est un peu ça. Bon, maintenant, moi, je pense que... les gens peuvent bien critiquer, mais il y a quand même certains ministres qui sont pas si pires, puis il y en a d'autres qui seraient meilleurs à d'autres places. Puis c'est ça le but d'un remaniement, c'est de mettre les bonnes personnes à la bonne place au bon moment. C'est pas évident. Par exemple, je te donne un exemple. Ministère de l'économie, là. C'est tough, ça, parce que normalement, c'est un ministère que tout le monde veut. C'est un ministère intéressant. C'est un ministère à bonne nouvelle. C'est un ministère, d'une certaine manière, prestigieux. Enfin bref, avec un réseau incroyable. C'est super. Moi, j'ai travaillé là. C'est un magnifique ministère, là, sincèrement. Là. Ah ouais, mais là, il y a une enquête de la vérificatrice générale sur la filière batterie, la Nordvolt, etc. Là. Tu sais, la dernière fois qu'il y a eu une enquête de la vérificatrice générale, c'était sur sa clique. Puis regarde où est-ce qu'on est rendu. Là, tu comprends? Exact. Fait que là, ça te tente-tu d'aller là puis d'avoir à défendre les trucs de tes prédécesseurs, etc.? Ouais. Je te dis pas qu'il y a quelque chose de pas bien qui s'est fait. Je le sais pas. C'est pour ça qu'il y a une vérification, j'imagine. C'est parce qu'on le sait pas. Mais... tu sais, c'est tough. C'est des choses qui vont être prises en considération au moment de remanier les gens. Alors, cela dit, un dernier truc là-dessus. Si M. Legault ne monte pas de son caucus au moins 2-3 personnes pour devenir ministre, ça va pas bien aller au caucus. Ouais. Parce qu'il y en a certains qui attendent. Puis ceux qui attendent, leur siège est en jeu en raison des décisions qui ont été prises par des ministres qui n'ont pas nécessairement été à la hauteur. Exact. Puis je veux pas faire... Tu sais, on ne sert pas à ça. Nous, dans notre podcast, on veut rester toujours, le plus poli, le plus respectueux du monde envers, tu sais, puis pas prêter d'attention. Puis le but, c'est que tout le monde aime la politique, là. C'est pas... Mais tu sais, je veux dire... ça se peut qu'avec tout ce qu'on a entendu à Commission Galland, M. Bonnardel, là, son étoile a beaucoup pâli. Ouais. D'autres vont dire, Geneviève Guilbeault aussi, pas pareil. T'sais, elle est arrivée plus tard, elle n'était pas au courant. D'ailleurs, je pense qu'elle témoigne au moment même qu'on se parle, je crois. Mais en tout cas, je peux me tromper. Anyway, donc, c'est des choses qui vont être aussi prises en considération. T'sais. Alors, c'est à voir. Mais il y a eu beaucoup de rumeurs, George, sur le remaniement. Tu vas me dire, il y en a toujours. Sauf que M. Legault a annoncé tellement d'avance qu'il allait y avoir un remaniement qu'il a mis tout le monde sur la peur et la défensive. Ses ministres, ses députés, le staff politique, les fonctionnaires. Alors, parce que ça, c'est une autre dynamique. On n'en parle pas assez souvent. Mais quand il y a un remaniement ministériel qui est annoncé, qu'on sait qui s'en vient, tu sais, les fonctionnaires, à un moment donné, puis je veux pas le dire négativement, là, tu sais, il y a forcément une dimension un peu humaine à ça, là.
mais ils sont un peu dans wait and see. Le ministre, il va-tu rester? Cette orientation, elle va-tu être la même? On le sait pas. C'est quoi les indications? Là, le ministre, sa tête, elle est ailleurs. Fait que c'est pas... il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont comme, bon, ben, regarde, on va voir ce qui va se passer. Puis quand je te dis, on va voir ce qui va se passer, ça veut pas dire, regardez, là, don't get me wrong, là, je suis pas en train de... J'ai un respect infini pour les gens qui travaillent pour le gouvernement. Là. On a tendance à trop critiquer les gens qui travaillent au gouvernement, mais je ne suis pas en train de dire qu'ils sont en train d'attendre à se tourner les pouces. Je suis juste en train de dire que c'est pas le moment où il y a des nouveaux projets qui sont en démarrage. Exact. Parce que tu peux rien démarrer maintenant. Tu le sais pas. Le ministre va changer dans 2 semaines. Je veux dire, fait que donc oui, il y a une forme d'attentisme forcé qui s'impose. On va faire un petit saut au fédéral parce que, bon, l'attente est finie. Monsieur Poilievre il est officiellement de retour. Il a gagné son élection partielle dans le comté de... C'est quoi? C'est Battle River Crowfoot en Alberta. Aucune surprise, évidemment. C'est un comté, un des comtés les plus conservateurs qui existent sur la carte. Là. Il a gagné avec, je pense, un peu plus de 80% du vote. Bon, regarde, aucune surprise. Est-ce que c'est un score soviétique en Alberta? Non, mais franchement, il n'y avait aucune surprise, là, tu comprends. Puis, moi, c'était pas ça la question. Évidemment, comme je dis avec Éric Kerr, le chef de parti, il appartient dans le Parlement. Donc, il était temps qu'il... Avec Éric Kerr? Excuse-moi. Voyons. Éric Duhem. Éric Duhem. OK. Ah non, mais parce que Éric Kerr, il a failli être chef de la DQ, mais Omar Bongo l'a battu. Excusez du lapsus, avec donc la même chose qu'on disait avec Éric Duhem. Avec Éric Duhem, il appartient au Parlement, il a gagné, bon, il va retourner à Ottawa. La question, c'est pas ça, Salim. La question pour moi, et on parle à plusieurs personnes. Moi, je pense pas que c'est fini là, la question avec Poilievre et chef du Parti conservateur. On entend plein d'affaires en arrière-scène où il y aurait des mouvements à le tasser. Puis moi, je suis pas convaincu que la victoire dans l'élection partielle, ça veut dire nécessairement que Pierre Poilievre va demeurer chef du Parti conservateur. Hey, toi, tu veux vraiment pas que les conservateurs viennent au podcast? Le pire, c'est qu'on a beaucoup à partager avec eux. Mais là, le problème, on le dit, c'est que là, tout d'un coup, M. Poilievre va leur interdire de venir. C'est bloqué, politiquement parlant. Non, mais le pire, c'est que il serait surpris. Hein? Il est sur beaucoup d'aspects. On a déjà... écoute, les bons coups qu'on a donnés aux conservateurs, quand même, c'est arrivé très souvent, mais tabarouette, ils veulent pas venir. Écoute, même Québec solidaire sont venus chez nous, puis ils nous aiment, et on les aime, mais je veux dire, les conservateurs, mais pourquoi ils viennent pas? Ça, c'est... on espère qu'ils vont changer d'avis, mais tout ça pour dire que, regarde, moi, je veux pas mettre de l'huile au feu, mais je répète les choses qui nous reviennent aux oreilles, tu comprends? Puis c'est pas n'importe quoi, là, on parle de gens dans le parti qui nous disent des affaires, qui regardent, qui vivent et qui sont en train de vivre actuellement dans le parti. Il y a plein d'affaires là, qui se passent en arrière-scène. Moi, je dis simplement que c'est peut-être pas final, tu comprends? C'est pas fini. Et moi, je trouve que c'est un problème. Puis, regarde, il n'y a rien d'autre à dire là, dans ce thème-là. Il a gagné sur l'élection, bravo pour lui. Mais, tu sais, le problème, selon moi, des conservateurs, puis ça, on l'a vu avec Andrew Scheer, on l'a vu avec Erin O'Toole, il faut à un moment donné accepter la défaite. Il faut à un moment donné dire, OK, regarde, on a perdu, c'est correct, il va falloir maintenant se mettre au travail pour gagner la prochaine. Et ce qu'ils font, les conservateurs, puis je pense que c'est Dimitri Soudas qui nous le disait quand il était au podcast, c'est comme une tradition, tu perds une élection, you're out. Et je comprends quand tu es au gouvernement, puis tu as fait 1 ou 2 mandats, puis tu perds une élection, bon, c'est fini, un autre chef. Mais là, tu es en opposition, tu comprends? Et tu peux pas toujours rester dans ce cercle vicieux où tu perds une élection, on change de chef, ah ouais, un nouveau, parce que
T'as quoi? T'as 4 ans. Puis là, c'est un gouvernement minoritaire, on peut aller en élection n'importe quand, tu comprends? Et ils nuisent à eux-mêmes en faisant toute cette patente-là, parce qu'à un moment donné, au lieu de te concentrer sur une élection et de rebâtir un parti et de faire en sorte que tu gagnes la prochaine fois, mais tu te concentres sur une course à la chefferie, puis là, le temps que ça se passe, puis tu as un nouveau chef, ben il te reste quoi? Un an, peut-être un an et demi à l'élection, tu seras jamais prêt. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils s'assoient puis ils disent, regarde, c'est ça notre chef, on a perdu, c'est correct, c'était une mauvaise campagne. Je pense que tout le monde peut s'entendre que la campagne électorale des conservateurs était mauvaise. Elle était mauvaise. Mais, bon, c'est lui le chef, on continue, la prochaine, on va la voir. Et je sais pas si ça va se produire ou non. Il semble que les couteaux sont déjà... Mais George, c'est ça le problème. En fait, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que le spin de l'entourage de Pierre Poilievre, c'est exactement l'inverse. Ils te disent qu'ils ont fait une très bonne campagne. La preuve... Non, mais ils disent la preuve, c'est que c'est les meilleurs résultats de l'histoire du Parti conservateur. Ouais. Mais bon, c'est un peu... Excuse-moi, c'est un peu stupide de dire ça parce que dans le fond, oui, c'est vrai, ils ont récolté beaucoup de votes. C'est très, 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 très vrai. Mais ils ont pas gagné pour autant, là, tu sais. Donc, ça veut dire que les autres aussi ont récolté plus de votes puisqu'ils sont allés au-dessus, là, tu comprends? Ouais. Puis, je te rappelle aussi que les conservateurs, aux 2 élections précédentes, avaient gagné le vote populaire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas nécessairement le plus grand nombre de sièges, mais ils avaient le plus grand nombre de votes. Cette fois-ci, non seulement ils n'avaient pas le plus grand nombre de sièges, mais ils n'avaient pas non plus le plus grand nombre de votes. Donc tu sais, c'est un peu... c'est comme si je dis, ouais, mais j'ai plus d'argent aujourd'hui que je n'en avais hier. Ouais, mais c'est parce que les autres ont fait aussi plus d'argent, donc tu es toujours derrière. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un grand parti, là, le Parti conservateur, c'est un grand parti dans lequel il existe plusieurs différentes idéologies. Oui, mais justement, le problème... Mais tu vois, c'est ça le problème. En fait, ça a déjà été la grande force du Parti conservateur, mais ça, c'était plus à l'époque Mulroney, un petit peu sous Harper au début. C'est que on veut créer cette grande tente, ils appellent ça la tente conservatrice, dans laquelle tu vas avoir plusieurs factions de conservateurs. Tu sais, des conservateurs plus économiques, d'autres qui sont plus conservateurs sociaux, des religieux, des pro-avortements, des anti-avortements, des pro-armes à feu, écoute, en fait, chacun a son conservatisme qui ne se ressemble pas, hein. Tu sais, il y a des gens qui votent conservateur au fédéral, qui votent NPD au provincial. Tu sais, je veux dire, pourquoi? Parce qu'il y a un aspect du conservatisme qui les intéresse. Ça peut être les armes à feu, par exemple. Tu sais, mais je suis d'accord. Le problème, c'est que toi, tu viens de dire quelque chose avec lequel je suis d'accord, c'est que ils auraient dû juste dire, bon, regardez, on a fait la campagne qu'on a faite. On a perdu, puis là, voilà c'est quoi la suite des choses. Puis propose, là, ce que ça va être la suite des choses. Mais de sortir, de dire qu'ils ont fait... Écoute, parce qu'à entendre les arguments, ben, c'est des arguments de vainqueurs. Mais en l'occurrence, ils sont vaincus. Puis non seulement tu es vaincu, mais même ton chef a perdu sa circonscription. Celui qui était l'architecte de tout ça, celui qui était dans cette circonscription depuis 20 ans. Ouais. Donc quelqu'un de connu. Donc ça veut dire que les gens sur place ne voulaient pas de lui. Ouais. Tu sais, c'est ça la réalité, là, tu sais. Puis il est allé quelque part où on pouvait pas ne pas vouloir de lui. Tu sais. Mais bref, tout ça pour dire, d'abord pour faire un peu d'humour, cette élection en Alberta, là, cette élection complémentaire en Alberta, moi, je me demandais... Il y avait combien de candidats là, sur le 200. Il y en avait plus de 200. Puis au point où tu pouvais pas cocher. Il fallait que tu écrives le nom. Puis là, je dis, ouais, un Albertain anglophone, là, écrire le nom Poilievre, qui est un nom francophone, là. Tu sais, Poilievre, tu mets-tu un I après le O, tu le mets-tu pas? Y a-tu un accent ou pas, là, tu sais? Ouais, à un moment donné, bon, finalement, il faut croire que ça s'est très bien passé, puisqu'il a récolté 80% des voix. Mais bref, en tout cas, tout ça pour ça. Je ferme ma parenthèse d'humour. Mais là, M. Poilievre, oui, va rentrer au Parlement. Oui, va rentrer, veut pas, quand même affaibli, malgré tout, même s'il a plus de députés, même si il a récolté
plus de votes que dans le passé. Et surtout, George, on parlait du léger, là, du sondage léger. Le même sondage léger rapporte aussi les intentions de vote au fédéral. Il y a 15 points de différence entre les libéraux de Carney puis les conservateurs de Poilievre. 15 points. 43-28. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu de temps après les élections où les conservateurs ont fait, selon eux, le meilleur score de leur histoire, ben, si l'élection, on la refaisait, Carney serait majoritaire au plafond, puis les conservateurs auraient beaucoup moins de sièges. Ça aussi, ça appartient à Poilievre. Ouais. Ça aussi, Poilievre, c'est sa responsabilité de chef. Donc, sa gestion d'après-élection, de vouloir absolument s'accrocher et rester, de ne pas suivre un peu la tradition conservatrice, de se dire, bon, t'as eu ta shot, peut-être que tu devrais partir parce que t'es peut-être pas l'homme de la situation, t'es passé de 20 points d'avance à 15 points de retard. Tu sais? Donc, ça aurait été... Parce que là, et pourquoi je te dis ça, c'est parce qu'il y a plein de jeux qui se forment en arrière-scène, parce que normalement, et encore là, je pense que c'est Dimitri Soudas qui nous le disait, au Parti conservateur, c'est dans leur constitution, suite à chaque élection, il y a un vote d'appui aux membres. Ben, ça va se faire au mois de janvier, ça, ou je sais pas quoi, là, au mois de mai? Oui, mais je pense que... Ils ont changé la place. Exactement. Au lieu de le faire plus tard, ils vont le faire plus tôt, je pense, avant la fin de l'année, puis ils vont le faire en Alberta. Oui, parce que ça devait se faire à Ottawa. Exact. Sauf que les conservateurs du PCC, qui sont rendus aujourd'hui... Enfin, cette frange-là, qui est anti-Poilievre, elle est en Ontario et au Québec. Mais surtout en Ontario. Mais exactement. Ce que j'entends, c'est que ils le font. Je peux me tromper, là. Peut-être les gens vont me corriger, mais d'après les informations que j'ai eues, ils le font le même week-end que le congrès du Parti conservateur d'Ontario. Bon, mais alors... Donc, non seulement ils avaient changé la date, ils ont changé le lieu, mais pourquoi, juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est qu'en changeant de place l'endroit où va se tenir ce vote de confiance envers Poilievre pour l'Alberta, tu comprends que l'Alberta, c'est la base la plus solide des conservateurs qui sont très Pierre Poilievre. Ceux qui sont des conservateurs un peu plus traditionnels, comme on les a connus dans le passé, dans la tradition canadienne, ceux qui sont peut-être un peu plus progressistes, des progressistes conservateurs, qui sont moins hardcore sur certaines questions, sont pas en Alberta. En tout cas, généralement, sont pas en Alberta. L'autre truc, au-delà de leur positionnement idéologique sur le spectre conservateur, géographiquement, les conservateurs de l'Ontario ne sont plus très favorables à Poilievre. Poilievre, d'abord, a perdu dans une circonscription ontarienne. Mais surtout, George, Mark Carney, c'est où qu'il n'a pas obtenu sa majorité? Sa majorité, il l'a perdue dans la grande région de Toronto. Dans la grande région de Toronto, les conservateurs ont fait des gains. Mais ces gains-là, ils pourraient les perdre s'il devait y avoir des élections demain matin. Donc, tu comprends qu'il y a une partie de la députation ontarienne qui se dit « Oups, si Pierre Poilievre y reste, on ne gagnera pas. » Ils veulent plus de lui. Puis oublie pas, il y a aussi l'espèce de combat de coq, Pierre Poilievre, Doug Ford en Ontario. Je te rappelle que Doug Ford, pas plus tard que la semaine passée, qu'est-ce que je raconte? Il y a quelques jours, a reçu Mark Carney en disant publiquement qu'il était très satisfait de ce que le gouvernement fédéral faisait. Le gouvernement fédéral libéral, tu vas me dire Carney est il est plus à droite, là, mais il est limite un progressiste conservateur sur certains points, en tout cas, là, économiquement, là, certainement. Et tu comprends que... Non, mais il y a clairement une grogne entre les conservateurs de l'Ontario puis... et les conservateurs de l'Ontario, il y en a beaucoup qui rêveraient de voir Doug Ford aller là. Bon, il y a certains qui disent à cause du fait qu'il ne parle pas français, il ne pourrait pas. Mais en même temps, ça... alors, c'est à la fois hyper important dans un pays comme le Canada, surtout quand tu as envie de t'adresser à des francophones, et particulièrement ceux du Québec.
c'est très, très important. Mais les Québécois, l'électorat québécois est très habile, très intelligent. L'électeur québécois est capable à la fois de voter pour quelqu'un en raison de la connexion émotionnelle qu'il peut avoir avec, en se disant « Ah, lui nous comprend. Lui a compris à la fois nos valeurs, comment on est, notre histoire, nous respecte comme nation, etc. » Mais les Québécois peuvent être aussi très pragmatiques et très rationnels. D'ailleurs, Monsieur Carney, les Québécois ont voté largement pour lui, pas pour des questions émotionnelles, pas parce qu'ils se sentaient particulièrement proche de lui, même qu'il a même démontré qu'il avait des connaissances qui manquaient à l'égard du Québec. Mais par contre, les Québécois, c'est rationnel. Ils ont voté pour lui parce qu'ils se disaient, il est l'homme de la situation, on va voter pour lui. Puis il s'entourera des bonnes personnes, puis il s'est entouré de Québécois, puis les gens ont aimé ça, tu sais. Donc, même un gars comme M. Ford pourrait plaire à des Québécois, même avec un français approximatif. Est-ce que c'est idéal? Non. Moi, j'aime pas ça, personnellement. Je te le dis. Là, je veux pas que ce que je dis soit mal interprété, mais je suis pas en train d'essayer de dire ce que moi j'aime. Je suis en train d'essayer de prendre un pas de recul et de voir si c'est quelque chose qui peut fonctionner ou pas. Donc, oui, il y a des gens qui, en Ontario, moi aussi, je l'entends. Je sais que tu as tes sources. George, mais les miennes aussi, j'entends parler d'une grogne au niveau des conservateurs. Et honnêtement, ça va pas être facile pour Pierre Poilievre. On aura peut-être plus à dire la semaine prochaine parce que, justement, j'ai un lunch de prévu la semaine prochaine. On dira pas les informations, mais j'aurai certainement d'autres choses à raconter. Mais je vais mettre un AirTag sur toi, là, je veux savoir avec qui tu lunches. Mais honnêtement, tout ça pour dire que... bon, OK, les gens peut-être regardent cette victoire-là puis se disent, bon, ben OK, bon, on a un leader en opposition à Ottawa, mais en arrière-scène, c'est tout sauf beau. George, je vais juste te dire un truc. Pierre Poilievre a sous-estimé aussi le Québec. Je m'excuse. Moi, il y a beau aller à Tout le monde en parle et essayer de parce qu'il est habile de passer les lignes que certains conseillers en communication qu'on connaît lui ont donné, etc. Puis c'est très bien, je suis pas contre ça, c'est parfait. Là. À un moment donné, un politicien doit faire de la politique, puis ça fait partie de la game. J'ai pas de problème avec ça. Là. On va pas dénaturer les choses. C'est comme ça, on a la chance d'être en démocratie. Alors, ça vient aussi avec ces côtés un peu plus stratégiques qu'on aime moins, mais ça fait partie de la game. Je veux bien ça. Mais Pierre Poilievre, dans sa course à la direction au Parti conservateur, à l'époque contre Jean Charest, puis 2-3 inconnus, là, tu sais, oui, il avait l'appui de Pierre Paulus, mais il n'y avait pas, tu sais, le caucus du Québec. Non. Était pas avec lui. Non. Même qu'il a perdu complètement l'adhésion d'Alain Reyes qui lui dit bon regarde, moi si c'est ça le Parti conservateur, c'est pas mon Parti conservateur à moi, je préfère être indépendant, pas me représenter, c'est ça qu'il a fait. Les autres, bon, qui avaient encore de l'ambition, tu sais, un Gérard Deltel qui a connu que l'opposition, là, il a toujours fait les meilleurs choix. Il a toujours fait les meilleurs choix. Lui, tu sais, il s'est rangé, là, très rapidement, tu sais, puis les autres aussi, puis il faisait pas... Mais en même temps, tu sais, la réalité, c'est qu'on avait des informations que, bon, ben, il avait pas une haute estime de son caucus du Québec, tu sais, c'est un peu, c'était quasiment le mal nécessaire là-dedans, puis... oui, mais très mauvaise idée. Parce qu'aujourd'hui, au Québec, il est proche de qui dans ce caucus-là? Est-ce qu'il peut se reposer sur qui? Bah, Pierre Paulus, mais je veux dire, je veux bien, mais... Ouais, tu peux pas juste avoir une personne, là. T'as quoi? C'est 12 députés au Québec? Ouais, 11 députés. Tu peux pas te fier à une personne, tu comprends? Puis, à un moment donné, il va falloir laisser de côté tout cet aspect-là de... Je veux pas dire méchanceté, mais... J'oublie le nom, là, mais... c'est pas parce qu'ils t'ont pas appuyé que tu dois les rayer de ton... de ton affaire. Mais, à un moment donné, c'est 11 députés, c'est au Québec. Le Québec, c'est important. Il va falloir, à un moment donné, leur donner un peu plus de valeur. Ça en dit long sur la gestion
et comment dire de monsieur Poilievre, c'est-à-dire en gros, ma base m'a élu. Il s'en fout du reste. L'essentiel, c'est que sa base. Non, mais je te dis pas que je suis d'accord avec. Tu peux pas être rancunier comme ça, Salim. Non, mais c'est pas juste. Non, mais je pense pas que ce soit de la rancune. Pour lui, c'est juste la loi. Tu sais, c'est La Fontaine qui disait ça là dans ses fables. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Ouais. Lui, il considère, regarde, Charest, je t'ai écrasé. Toi, tu représentais la frange progressiste conservatrice. Ben, toi et ta frange, vous avez perdu. Bah, toi, tu seras plus là, mais ta frange reste. Mais regarde, ta frange, elle a qu'à se rallier à la majorité parce que moi, j'ai clairement gagné. Il n'y avait pas d'ouverture à quoi que ce soit. C'est qui les progressistes conservateurs autour de lui? Tu sais, Harper était bien plus intelligent. Harper, il en avait des progressistes conservateurs autour de lui. Ouais. Peter McKay en était. Puis j'en passe, là, je les ai plus tous en tête, mais il y en avait plusieurs. Pas juste au Québec. En Colombie-Britannique, il y avait des progressistes conservateurs avec lui. En Ontario, il y avait des progressistes conservateur avec lui. Harper était intelligent. Ensuite, on aime pas Harper, ça c'est une autre histoire. Mais le gars, il avait compris. Fait que, bon, écoute, effectivement, ça va être un peu spécial. Mais ensuite, tout cela dit, Mark Carney, pour le moment, en tant que premier ministre, n'a pas encore fait face à de réelles difficultés. Non. Les difficultés s'en viennent. C'est normal. Sais-tu quoi? S'il n'y avait pas de difficultés, on n'aurait pas besoin de premier ministre. Donc, les difficultés s'en viennent. Mais en même temps, il faut attendre, voir comment le Parlement va se... Tu sais, la composition. On la connaît, la composition, mais n'oublie pas que, tu sais, il y a une comparaison à faire avec Justin Trudeau quand il a été élu comme premier ministre. Il n'y avait presque pas d'opposition. Et ça l'a gardé un peu, ça jouait un peu dans sa longévité. Est-ce que ça risque d'être la même chose pour Mark Carney? Si jamais les conservateurs tassent Poilievre puis se lancent dans une course à la chefferie, même chose au NPD, mais il reste qui? Il reste juste le Bloc, donc tu comprends? Donc ça peut ouvrir toute la voie là, pour M. Carney de rester là et faire ce qu'il veut, là, tu comprends? Donc ça reste à voir. Tout ça pour dire que je comprends qu'il y a des gens qui sont contents que Pierre Poilievre soit élu et qu'il revienne, mais moi, je dis que le futur proche, là, d'ici les fêtes, peut-être il ne sera pas si bon pour lui. Là, on va attendre voir ce qui se passera, mais je ne sais pas. Ça va être quand même intéressant là, à voir le développement à Ottawa. Cela dit, on souhaite tout de même qu'un élu conservateur puisse se joindre à nous pour une petite discussion. On travaille là-dessus. Puis, je sais pas si je te l'avais dit, mais j'étais allé prendre un café avec un conservateur, un militant. Oui, tu m'en parler. Donc, peut-être bientôt. Puis, on l'espère parce que, honnêtement, c'est les seuls qui sont pas encore venus au balado. Mais non, effectivement. Et parce que les élus conservateurs ne sont pas venus, alors on a essayé de trouver des substituts qui étaient très intéressants, qu'on a bien aimés. Rodolphe Osny est venu. Dimitri Soudas, ça a été le fun de le recevoir. Bon, il y avait Alain Reyes qui était plus un conservateur, mais tu comprends, il est quand même conservateur dans l'âme, qui était venu. En tout cas, c'est pas faute d'avoir essayé. Puis moi, j'ai été en contact avec plusieurs élus conservateurs qui voulaient venir, mais ça s'est jamais fait. Je sais pas pourquoi, mais anyway, regarde. On va espérer que ça se concrétise. Écoute, on est toujours là, puis on est toujours On a fait un long épisode aujourd'hui. C'est très long, puis on va mettre un point là-dessus. On va laisser les gens continuer leur journée. On a mis la table. On a mis la table pour les prochains épisodes avec peut-être des... Exactement. Donc, allez vous abonner. On a des épisodes qui s'en viennent qui sont très, très, très intéressants. On a beaucoup d'invités, on vous le dit déjà, parce qu'il y a des élections municipales. Il y a une élection
municipales qui arrivent. Donc, on va avoir plein d'invités. La nouvelle session parlementaire à Québec commence. Donc, on risque d'avoir des invités du Québec aussi. Et on travaille toujours à recevoir d'autres invités au fédéral. Sinon, c'est moi et Salim. Puis, on fait la discussion qu'on fait comme à chaque semaine. Merci beaucoup à tout le monde. On est de retour encore une fois. J'espère que vous avez passé un bel été. Allez vous abonner, commentez, partagez, faites toutes ces belles choses-là. Et on se voit la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Merci beaucoup tout le monde. Merci, au plaisir. Au revoir. Ciao.